6 minutes, juste 6 petites minutes. Et pourtant, ces 6 minutes-là vont redessiner les contours de la justice internationale pour les décennies à venir. Imaginez la scène, le président ukrainien vient à peine de poser le point final à sa requête. Une requête colossale, vertigineuse, même un fonds de réparation de guerre que l'Europe devrait financer et deviner qui serait au premier rang des contributeurs, la France évidemment. Le président ukrainien fixe alors le premier ministre français. Son regard, celui d'un homme persuadé d'être dans son bon droit, persuadé que le monde entier lui doit quelque chose. Une posture presque condescendante. Sauf que ce qu'il ignore à cet instant précis, c'est que le chef du gouvernement français s'apprête à se lever et qu'il va prononcer une phrase, une seule, une phrase qui va figer toute la délégation venue de Kiev. Attention, on n'est pas dans le registre du refus diplomatique classique du non-poli emballé dans la langue de bois, pas du tout. C'est l'instant où Paris décide de retourner le miroir vers Kiev et de lui rappeler une chose dérangeante dans la longue histoire des réparations de guerre, l'Ukraine n'a pas toujours occupé le siège de la victime. Mais pour saisir la portée réelle de ce qui s'est joué ce jour-là, il faut rembobiner. Plusieurs mois en arrière, direction les archives confidentielles du Quai d'Orsay. C'est là, dans le silence feutré de ces dossiers oubliés, que le Premier ministre va tomber sur une vérité enfouie concernant les crimes de guerre commis sur le sol ukrainien, une vérité qui va littéralement faire basculer son regard sur ce conflit. Nous sommes le 25 août, le bureau du Premier ministre baigne dans un silence presque religieux traversé par cette lumière dorée si particulière des fins d'après-midi parisiens. Sur la grande table en bois, des dossiers étalés, des archives historiques, des documents que la ministre des Affaires étrangères vient tout juste de déposer entre ses mains. Et ces papiers, mes amis, ne sont pas anodins. Ils renferment une face dissimulée de l'histoire ukrainienne, des arguments massus qui vont permettre au Premier ministre de contrer point par point les revendications financières venues de Kiev. La ministre prend la parole d'un ton grave, presque solennel. « Monsieur le Premier ministre, ce que vous tenez là va bouleverser votre lecture du dossier ukrainien. Nous sommes allés chercher dans nos archives ce qui concerne les crimes commis par les mouvements nationalistes ukrainiens, les massacres de Volhynie, les pogroms dirigés contre les Polonais, les collaborations avec le régime nazi. À bien y regarder, c'est peut-être Kiev qui nous est redevable et pas l'inverse, et les documents en question glaçants, accablants. On y trouve des témoignages directs de survivants, des rapports rédigés par la résistance française, à l'époque des analyses fouillées des services de renseignement d'alors. Le contraste devient vertigineux pendant que le président ukrainien parcourt les capitales du monde pour réclamer justice au nom de son peuple. L'histoire, elle vient nous rappeler que ce même peuple a trempé dans certains des pires génocides du XXe siècle. Pendant que Kiev se drape dans le costume de la victime absolue, les archives, elles racontent une autre histoire. Une histoire de complicité. Complicité dans la Shoah. Complicité dans les massacres de masse. Cette nuit-là, le Premier ministre ne ferme pas l'œil. Il dévore les témoignages des survivants polonais, des récits qui glacent le sang. Il étudie les rapports détaillant la collaboration entre nationalistes ukrainiens et unités nazies. Il accumule les preuves d'une participation massive au génocide. Et une question le hante: comment cette Ukraine, qui exige aujourd'hui des comptes au monde entier, peut-elle dans le même mouvement refuser de regarder ses propres crimes en face? Le 30 août, il prend une décision. Il convoque ses meilleurs conseillers en matière d'histoire. 3 sommités, un grand historien français, un spécialiste reconnu des génocides et une fine connaisseuse de l'Europe centrale. L'ambiance dans la pièce est pesante, on sent que quelque chose d'important se prépare. Le Premier ministre ouvre les hostilités d'une voix ferme. « Mes amis, le président ukrainien va venir nous demander des réparations de guerre, mais soyons honnêtes, 2 minutes, l'histoire de l'Ukraine est-elle vraiment aussi blanche qu'on veut bien nous le faire croire? N'avons-nous pas le devoir de rappeler que l'Ukraine, elle aussi, doit des réparations à ses propres victimes? » Le grand historien réagit le premier. « Vous abordez un terrain extrêmement glissant. Oui, les massacres de Volhynie ont coûté la vie à 100 000 Polonais. Oui, les pogroms ukrainiens ont décimé des communautés juives entières. Mais dans la conjoncture actuelle, » le Premier ministre lui coupe la parole, « dans la conjoncture actuelle, la vérité historique doit passer avant les calculs géopolitiques. Si l'Ukraine réclame justice, elle doit aussi être capable de la rendre. » La spécialiste de l'Europe centrale s'inquiète à son tour. « Monsieur le Premier ministre, si nous mettons sur la table la question de la collaboration ukrainienne, nous risquons de faire voler en éclats tout le récit victimaire qui soude actuellement l'Occident autour de Kiev. » Le regard du Premier ministre se durcit. Sa réponse tombe glaciale et sans appel.
Notre rôle n'est pas d'entretenir des récits commodes. Notre rôle, c'est de dire la vérité. Et la vérité, c'est que l'Ukraine a des comptes à rendre avant d'oser en exiger. Les semaines qui suivent vont être d'une intensité rare. Le Premier ministre lance une opération de grande envergure, faire compiler, recouper et synthétiser absolument tous les crimes ukrainiens documentés. Et il ne se contente pas d'une seule source. Il puise dans les archives françaises, mais aussi britanniques et même américaines. Et là, le constat le frappe de plein fouet. L'ampleur du désastre dépasse largement tout ce qu'il avait pu imaginer dans ses pires hypothèses. Les chiffres tombent et ils sont vertigineux. Entre 1941 et 1947, les mouvements nationalistes ukrainiens ont pris part au génocide d'1,5 million de Juifs. Ils ont massacré 100 000 Polonais, ils ont organisé la déportation de 200 000 civils vers l'Allemagne hitlérienne. On ne parle pas ici de quelques cas isolés, on parle d'une participation systémique à l'horreur. Et puis arrive le 15 octobre, une date qui va offrir au Premier ministre l'occasion en or de confronter le président ukrainien à cette histoire soigneusement enfouie. Paris s'apprête à accueillir une grande conférence internationale dédiée aux réparations de guerre au XXIe siècle. Et le président ukrainien y tient un rôle central, il doit y présenter sa demande officielle. Le montant, tenez-vous bien, 500 milliards d'euros. Un fonds colossal que l'Occident devrait financer pour réparer les crimes russes commis en Ukraine. L'ironie de la situation est saisissante, presque douloureuse. Celui qui exige justice à grands cris se refuse lui à la rendre. À bord de l'avion présidentiel qui l'emmène vers la capitale française, le président ukrainien peaufine son intervention entourée de ses conseillers. Il aborde ce déplacement avec une assurance tranquille. Après tout, il a l'habitude. Il sait comment toucher la corde sensible des Occidentaux, comment dérouler le récit des souffrances de son peuple. Mais ce qu'il ignore complètement, c'est qu'il va cette fois se retrouver face à un homme qui a fait ses devoirs, un homme qui connaît l'autre versant de l'histoire ukrainienne. À Paris, la salle de conférence respire la solennité. Les représentants de 35 pays sont là réunis pour débattre d'un sujet aux conséquences gigantesques quel précédent créerait l'instauration d'un fonds de réparation au profit de l'Ukraine. Le président ukrainien ouvre la session vêtu comme à son habitude de cet uniforme militaire qui le suit partout devenu sa marque de fabrique. Il prend la parole. Et ses premiers mots, mes amis, vont prendre une saveur amère à mesure que la conférence avancera. Mesdames et messieurs, la justice ne connaît pas de frontières dans le temps. Les crimes contre l'humanité appellent réparation peu importe l'époque où ils ont été commis. Le Premier ministre français lui est installé au premier rang. Il écoute, il observe, il prend des notes en silence sans broncher. Le président ukrainien poursuit son envolée. L'Ukraine a enduré les pires atrocités de ce siècle. Des villes rayées de la carte, des civils massacrés, des enfants arrachés à leurs familles, un patrimoine pulvérisé. Puis vient le moment du chiffrage. Ces crimes exigent une indemnisation totale de la part de la communauté internationale. Nous demandons 500 milliards d'euros, lance-t-il, en mobilisant ce talent qu'on lui connaît pour faire vibrer l'auditoire afin de rebâtir ce que la barbarie a réduit en cendres. Cette somme constitue le strict minimum pour que l'Ukraine puisse renaître. Chaque euro versé sera un acte de justice historique. Et c'est précisément cette expression « justice historique » qui fait tiquer le Premier ministre français. Une crispation imperceptible. Comment ce président ose-t-il invoquer le tribunal de l'histoire quand son propre pays refuse de comparaître devant le sien? Je le sais bien, certains s'interrogent sur la légitimité de ce que nous demandons, poursuit le président ukrainien en jetant un coup d'œil furtif vers le Premier ministre français. Mais comprenez-moi bien, l'Ukraine est une victime pure dans cette guerre. Jamais nous n'avons agressé qui que ce soit. Jamais nous n'avons opprimé personne. Jamais notre pays n'a trempé dans le moindre crime contre l'humanité. Cette déclaration, mes amis, c'est de la pure réécriture de l'histoire. Et à l'intérieur du Premier ministre français, c'est l'explosion silencieuse. Comment ce dirigeant peut-il, face à 35 nations gommées d'un revers de main, des décennies entières de crimes documentés, il efface tout. Il se dresse en victime absolue alors même que son pays porte du sang sur les mains. L'hypocrisie atteint un tel niveau qu'elle bascule dans le révoltant. Et le président ukrainien embraye sur sa conclusion. L'Ukraine d'aujourd'hui mérite cette justice que l'histoire lui a trop longtemps refusée. Aidez-nous à corriger une injustice séculaire. Il se rassoit.
Quelques applaudissements polis ponctuent son discours. Lui, il est certain de son coup, persuadé d'avoir une fois de plus emporté l'adhésion de la salle. Le président de séance ouvre alors le moment des réactions. Y a-t-il des observations à formuler suite à l'intervention du président? Et instinctivement, tous les regards convergent vers les grandes puissances européennes. C'est d'elles qu'on attend une parole, une position. Et c'est là que se produit l'événement qui va sidérer la totalité de l'Assemblée. Le Premier ministre français se lève lentement, très lentement. Il ne demande pas la parole, il ne jette pas un œil sur ses notes, il ne sort aucun document préparé à l'avance. Non. Il se dresse simplement, pose calmement ses mains à plat sur la table devant lui et plante son regard dans celui du président ukrainien. Un regard d'une intensité glaciale. Sa voix s'élève alors, posée, maîtrisée, mais tranchante comme une lame. Monsieur le Président, je vous remercie pour cette belle leçon de justice historique. C'est, voyez-vous, particulièrement instructif lorsque cela vient du dirigeant d'un pays dont la relation avec l'histoire est, disons, pour le moins complexe. Le ton reste courtois en surface. Mais sous cette politesse de façade, il y a quelque chose. Une menace sourde, une lame dissimulée, et le président ukrainien, instinctivement, sent ses traits se vider de leur couleur, il pâlit. Vous parlez de justice parfaite. Vous invoquez l'histoire magnifique. Alors permettez-moi en toute simplicité de vous rafraîchir la mémoire sur quelques épisodes que vous semblez avoir oubliés. Et c'est à ce moment précis qu'il extrait de sa mallette un dossier volumineux, un dossier épais, un dossier qui va tout changer. Et la lecture commence. Froide, méthodique, implacable. Massacre de Volhynie, date juillet 1943. Auteur les nationalistes ukrainiens de l'organisation UPA. Bilan 100 000 civils polonais assassinés. Outils utilisés hache faux couteau. La voix du Premier ministre énumère sans trembler. Femmes éventrées, enfants empalés, nourrissons fracassés contre les murs. Le silence qui s'installe alors dans la salle est, assourdissant. Vous voyez ce moment où les mots deviennent si lourds qu'ils écrasent l'oxygène lui-même, on y est. Et le Premier ministre relève la tête. Les responsables de ces actes, ce sont vos héros nationaux. Le président ukrainien lui a viré au lit vide, mais la mécanique ne s'arrête pas. Elle s'enchaîne impitoyable. Bam! Pogrom de Lviv, juin 1941. Collaboration directe avec les unités d'extermination nazies, les fameux Einsatzgruppen. 7000 juifs assassinés en l'espace de 3 jours. Avec la participation active de la population locale. Les révélations s'empilent les unes sur les autres et chacune fait davantage froid dans le dos que la précédente. Bataillon Nachtigall, unité ukrainienne intégrée à la Wehrmacht. 600 volontaires ukrainiens fondus dans les rangs des forces hitlériennes. Implication directe dans les massacres de Juifs à Lviv, à Stanislavov, à Ternopil. Chaque nom de ville claque dans l'air comme un glas. Chaque chiffre tombe comme une pierre dans le silence mortuaire de l'Assemblée. Personne ne bouge, personne ne respire vraiment. Et le Premier ministre relève à nouveau les yeux vers le président ukrainien. Sa voix demeure calme, mais le poids de ses mots lui devient insoutenable. Si l'on totalise tout cela, Monsieur le Président, entre 1941 et 1947, les mouvements nationalistes ukrainiens ont pris part au génocide d'1,5 million de Juifs et au massacre de 100 000 Polonais, soit au total 1 600 000 victimes. Alors, Monsieur le Président, parlons-en de votre justice historique. Le président ukrainien tente de bégayer une amorce de défense. Ces événements, il faut comprendre le contexte de l'époque, mais le Premier ministre français ne lui laisse aucune chance d'aller plus loin. Il l'écrase d'une seule phrase. Le contexte, Monsieur le Président, vos héros nationaux, ceux dont vous célébrez la mémoire, sont responsables d'actes de génocide. Vous leur avez érigé des statues. Vous avez donné leur nom à des rues. Et vous venez ici nous parler de justice en glorifiant des génocidaires. L'effet dans la salle est tout simplement dévastateur. Les représentants des 35 nations découvrent en direct une face cachée de l'histoire ukrainienne, une face soigneusement maquillée depuis le début du conflit. Certains saisissent leur téléphone pour vérifier les informations en temps réel. D'autres prennent des notes avec fébrilité. Et tous, absolument tous, prennent conscience qu'ils sont en train d'assister à un basculement narratif total. Le récit officiel s'effondre sous leurs yeux.
Mais puisque l'argent semble être votre spécialité, parlons-en, poursuit le Premier ministre avec un calme terrifiant. Vous réclamez 500 milliards d'euros à l'Europe au titre des crimes subis. Très bien. Posons alors les vraies questions. Combien l'Ukraine a-t-elle versé aux familles des victimes de Volhynie? Combien aux survivants des pogroms de Lviv? Combien aux 1 600 000 morts dont vos héros sont responsables? Et là, dans une mise en scène parfaitement assumée, il sort une calculatrice. Le geste est presque théâtral, mais d'une efficacité redoutable. Faisons les comptes ensemble. Réparation versée par l'Ukraine pour ses propres crimes historiques, 0 €. Réparation réclamée par l'Ukraine pour les crimes qu'elle a subis, 500 milliards d'euros. Le rapport entre ce qui est demandé et ce qui est donné in fine. L'arithmétique de l'hypocrisie, voilà ce qu'il vient de dérouler sous les yeux du monde entier. Et il enchaîne sans laisser le temps à quiconque de reprendre son souffle. Permettez-moi maintenant de vous proposer un calcul nettement plus équitable. 1 600 000 victimes ukrainiennes à raison de 100 000 € de réparation pour chacune. Le total scène 60 milliards d'euros. Voilà précisément ce que l'Ukraine doit à ses victimes. Les chiffres s'abattent, comme autant de coups portés au cœur du récit officiel. Et c'est alors que le Premier ministre porte le coup de grâce avec un sourire glacial qui en dit long. Donc voyez-vous, avant de venir réclamer 500 milliards d'euros à qui que ce soit, commencez d'abord par régler les 160 milliards que vous devez à vos propres victimes. Le solde net des réparations ukrainiennes, je vais vous le donner, moins 160 milliards d'euros, c'est l'Ukraine qui doit payer, pas l'Europe. Cette démonstration comptable, mes amis, provoque un véritable tollé dans la salle. Tout d'un coup, la digue cède. Le représentant polonais bondit littéralement de son siège. Le Premier ministre français a raison. L'Ukraine nous doit des réparations pour Volhynie. L'ambassadeur israélien embraye dans la foulée en évoquant la participation ukrainienne à la Shoah. Et là, l'indignation se met à se propager comme une traînée de poudre dans toute la salle. Pays après pays, les masques tombent. Le président ukrainien lui tente désespérément de reprendre la main. Ces accusations sont d'une gravité extrême. Il faut savoir replacer les choses dans leur contexte historique. Peine perdue. Le Premier ministre français lui coupe la parole sans le moindre signe de pitié. Contextualisé. Mais monsieur le président, vous glorifiez ouvertement des génocidaires tout en demandant justice. Vous refusez de reconnaître vos propres crimes tout en exigeant réparation pour ceux que vous avez subis. Cette hypocrisie, voyez-vous, a beaucoup trop duré. Il continue. Le ton monte d'un cran. Vous voulez des réparations parfaites, alors voici ce que vous allez faire. Premièrement, commencez par reconnaître officiellement vos crimes. Deuxièmement, déboulonner les statuts de vos prétendus héros nationaux. Troisièmement, présenter des excuses officielles à la Pologne et à Israël. Quatrièmement, verser des réparations aux familles des victimes que vous avez faites. Et alors, et seulement alors, nous pourrons éventuellement discuter. Puis, il se tourne vers l'Assemblée tout entière, et là, c'est l'ensemble des 35 nations qu'il prend à témoin. Mesdames et messieurs, l'Ukraine nous demande aujourd'hui 500 milliards d'euros au nom de la justice historique. Mais posons-nous ensemble les vraies questions. Peut-on faire justice avec ceux qui refusent de la rendre eux-mêmes? Peut-on réparer l'histoire avec ceux qui passent leur temps à la falsifier? Cette question, mes amis, vient résonner dans un silence de plomb. Un silence qui pèse une tonne. Personne ne respire, personne ne bronche. Et le Premier ministre se retourne une dernière fois vers le président ukrainien. Le moment est venu de porter l'estocade finale. Monsieur le Président, la France refuse, je dis bien refuse de financer un fonds de réparation au profit d'un pays qui se refuse à reconnaître ses propres crimes. Commencez par payer vos dettes historiques. Et ensuite, peut-être, nous verrons pour les nôtres. Cette déclaration, c'est l'explosion. Un chaos indescriptible s'empare de la salle. Pour la première fois depuis le début de cette guerre, un pays occidental vient de rejeter publiquement, frontalement, les demandes de réparation ukrainiennes. Et il l'a fait au nom de l'histoire elle-même. Le récit victimaire ukrainien soigneusement construit pendant des années vient de s'écrouler en l'espace de 6 minutes. 6 petites minutes. Le président ukrainien détruit, anéanti, humilié sous les yeux du monde entier. Il ne peut ni nier la réalité des faits historiques, ni trouver la moindre justification à l'injustifiable.
Pour la première fois depuis le déclenchement du conflit, le voilà mis face à la vérité sur l'histoire de son propre pays. Et il n'a tout simplement plus aucune issue. Ce qui va se passer dans les heures qui suivent va bouleverser durablement la perception internationale de l'Ukraine. Un par un, les pays européens annoncent la suspension de leur contribution au fonds de réparation dans l'attente de clarification historique de la part de Kiev. La Pologne ouvre le bal en exigeant des excuses officielles. Israël lui emboîte le pas. Puis la République tchèque. Une réaction en chaîne. Tous réclament des comptes pour les crimes ukrainiens. Et puis arrive la déflagration médiatique. Les rédactions du monde entier s'emparent du sujet. Mais attention, cette fois, le vent a complètement tourné. Ce n'est plus l'Ukraine qu'on défend, c'est l'Ukraine qu'on interroge. Les grands quotidiens internationaux rivalisent de titres incisifs. La presse française met en avant la confrontation de Kiev avec son passé brun. La presse britannique consacre de longues analyses sur la question des génocidaires ukrainiens. La presse allemande, elle dévoile la face cachée des prétendus héros nationaux ukrainiens. Le récit héroïque, soigneusement construit pendant des années, s'effondre sous le poids écrasant de la vérité historique. Mais mes amis, c'est à l'intérieur même de l'Ukraine que l'onde de choc va frapper le plus fort. Confrontée aux révélations venues de Paris, une partie de la population ukrainienne découvre parfois avec stupeur la véritable réalité de son histoire nationale. Des manifestations spontanées éclatent dans plusieurs villes pour réclamer le démontage des statues érigées en l'honneur des figures controversées du nationalisme. L'unité nationale, ce ciment patiemment façonné sur le déni historique, commence à se craqueler de toutes parts. En France, l'effet est immédiat et tout simplement spectaculaire. Les sondages d'opinion concernant le Premier ministre s'envolent vers des sommets jamais atteints. 91% d'opinion favorable. Vous lisez bien 91%. Pour la première fois depuis des mois, un dirigeant français a osé dire non à Kiev. Et le peuple français, loin de le blâmer, l'applaudit massivement debout. L'histoire de France elle-même fait l'objet d'une véritable révision. Les manuels scolaires intègrent désormais les massacres de Volhynie dans leur chapitre consacré à la Seconde Guerre mondiale. Les grands musées organisent à la chaîne des expositions sur la collaboration ukrainienne avec le régime nazi. La France, voyez-vous, cesse enfin de fermer les yeux sur les crimes de ses alliés au nom d'une géopolitique de complaisance. Une semaine après ce moment fondateur à Paris, le président ukrainien tente une opération de sauvetage. Il promet la mise en place d'une commission historique chargée d'examiner le passé du pays, mais il est trop tard, beaucoup trop tard. Sa crédibilité morale est en lambeaux, son autorité internationale profondément ébranlée. L'homme qui incarnait jusque-là la justice des victimes vient de devenir sous les yeux du monde entier le symbole de l'hypocrisie historique. Et puis arrive le 1er novembre. Très exactement 2 semaines après la révélation française, et là l'impensable se produit. Le Parlement polonais vote une résolution officielle exigeant des réparations de la part de l'Ukraine pour les massacres de Volhynie. Mes amis, mesurez bien la portée de cet événement. Pour la première fois depuis 1945, un pays réclame officiellement des comptes à Kiev. Pas l'inverse. À Kiev. Cette initiative polonaise fait immédiatement tache d'huile. Israël emboîte le pas et réclame à son tour des réparations pour la participation ukrainienne à l'extermination des Juifs. La République tchèque suit exigeant des comptes pour les déportations de ses civils. La Roumanie entre dans la danse en demandant réparation pour les massacres perpétrés contre sa minorité présente en Ukraine. Kiev découvre alors peut-être pour la première fois de son histoire récente ce que cela signifie d'être en position de débiteur et plus du tout en position de créancier. Le Premier ministre français lui devient en quelques semaines un véritable symbole. Le symbole de la vérité historique opposée au récit façonné par la géopolitique. Son courage face à l'hypocrisie ukrainienne se met à inspirer d'autres dirigeants à travers le continent. Le Premier ministre hongrois prend la parole publiquement. Le chef du gouvernement français vient de nous libérer de cette culpabilité occidentale artificielle. Le président tchèque renchérit aussitôt. La France nous a rappelé une vérité fondamentale, l'histoire n'appartient à aucun camp. Et de capitale en capitale, la même musique commence à se faire entendre. Le mois de décembre marque alors une véritable révolution dans la mémoire européenne. Pour la première fois depuis 1945, mes amis, l'Europe se met à examiner sans complaisance l'histoire de tous ses alliés, y compris ceux qui se présentaient jusque-là comme les victimes les plus pures. Les crimes ukrainiens sont enfin reconnus officiellement. Ils sont enseignés dans les écoles. Ils sont commémorés, au même titre exactement que les autres génocides du XXe siècle. En janvier, le Premier ministre est invité à prononcer un discours historique au mémorial de la Shoah.
Face à un parterre de survivants et de descendants de victimes, il prononce des mots qui vont marquer les esprits. Mesdames et messieurs, la mémoire n'a pas de passeport. Les victimes juives assassinées par des mains ukrainiennes méritent exactement la même justice que celles tuées par des mains allemandes. Leur sang a la même couleur. Leur souffrance porte la même dignité. Il poursuit et là il aborde frontalement l'argument géopolitique que beaucoup lui avaient opposé en coulisses. Certains craignaient que révéler les crimes ukrainiens n'affaiblisse la lutte contre Moscou. C'est exactement l'inverse qui s'est produit. La vérité nous a rendus plus forts. L'honnêteté a restauré notre autorité morale. On ne combat pas l'injustice avec l'injustice, on ne combat pas le mensonge avec le mensonge. L'ovation qui suit dure 18 minutes. 18 minutes d'applaudissements ininterrompus debout. Une salle entière debout qui pleure et qui applaudit en même temps. Et puis arrive le mois de mars. 6 mois jour pour jour après le séisme parisien. Et là, l'Ukraine cède enfin aux pressions internationales devenues insoutenables. Kiev annonce officiellement le démontage des statues érigées en l'honneur des figures controversées du nationalisme. Le pays présente ses excuses officielles à la Pologne et à Israël. Un fonds de réparation est créé pour indemniser les victimes des crimes commis par l'Ukraine. Voyez-vous ce qui vient de se passer? Un déni historique soigneusement entretenu pendant 75 ans vient de s'écrouler en quelques mois. 75 ans de mensonges officiels balayés. Cette reconnaissance tardive mais réelle ouvre la voie à une réconciliation historique inédite. Une Ukraine enfin réconciliée avec son propre passé retrouve paradoxalement sa crédibilité morale. Une Europe débarrassée de ses tabous géopolitiques renoue avec son exigence de vérité. La mémoire collective européenne, enfin complète, gagne en cohérence et en profondeur. Le 8 mai, jour anniversaire de la victoire de 1945, une cérémonie absolument inédite se tient à Varsovie. Et là, mes amis, c'est un moment d'histoire. Pour la toute première fois, le président polonais et le président ukrainien commémorent ensemble côte à côte les victimes de Volhynie. Le président ukrainien, contraint à l'humilité par les révélations venues de France, prononce devant les familles polonaises des excuses historiques. Des excuses qu'on n'aurait pas osé imaginer 6 mois plus tôt. Cette réconciliation polono-ukrainienne rendue enfin possible grâce à la vérité française marque la victoire éclatante de l'histoire sur la géopolitique. Et au cœur de tout cela, il y a un homme, un seul, et un dossier ouvert un soir d'été dans le silence d'un bureau parisien. Le Premier ministre français venait en quelques minutes de prouver une chose absolument capitale, on peut dire la vérité, sans pour autant affaiblir ses alliances. Bien au contraire, mes amis. L'honnêteté dans cette affaire n'avait pas divisé l'Europe. Elle l'avait soudée. Elle l'avait renforcée comme jamais. Et puis arrive le 14 juillet, jour de la fête nationale française. Et là, devant un peuple rassemblé sur les Champs-Élysées, le chef du gouvernement prononce un discours qui restera dans les annales. Un de ces discours qu'on apprend des décennies plus tard sur les bancs de l'école. Mes chers compatriotes, il y a 9 mois à peine, nous acceptions encore docilement les leçons morales d'un pays qui glorifiait ouvertement des génocidaires. Aujourd'hui, ce même pays a reconnu ses crimes. Ce même pays a déboulonné ses statuts. La vérité française, voyez-vous, a libéré la mémoire de toute l'Europe. Il conclut par une phrase qui va, je vous le dis, entrer dans les manuels d'histoire. La France ne paiera jamais de réparation à ceux qui se refusent à en verser à leurs propres victimes. Justice pour tous ou justice pour personne. Tel est et tel restera le principe français. La foule en réponse entonne spontanément une Marseillaise dont l'écho, dit-on, parvint jusqu'au toit de Kiev. Aujourd'hui, mes amis, quand les historiens se penchent sur cette transformation extraordinaire de la mémoire européenne, ils remontent invariablement à un moment précis. Une date, 1 heure, 16h32 le 15 octobre. Le moment exact où, dans une salle de conférence parisienne, un Premier ministre français s'est levé et a lancé au président ukrainien cette phrase devenue culte: 1 600 000 victimes ukrainiennes. C'est à l'Ukraine de payer, pas à l'Europe. Ce jour-là, voyez-vous, l'Europe a découvert quelque chose d'essentiel. Elle a découvert que la vérité pouvait libérer la mémoire et que cette vérité, cette fois-ci, était venue de France. 6 minutes. 6 minutes qui ont révolutionné la conscience mémorielle européenne. 6 minutes pendant lesquelles la France a libéré l'histoire de la prison des récits géopolitiques. 6 minutes au cours desquelles un homme est entré dans l'histoire comme celui qui a rendu à la vérité sa dignité perdue.
Et le président ukrainien, lui, n'a jamais oublié ces 6 minutes-là. Jamais. Aujourd'hui, contraint à l'humilité historique, il sait avec une parfaite lucidité qu'il restera dans les livres comme le président qui a dû publiquement reconnaître les crimes de son peuple pour pouvoir simplement retrouver une légitimité morale. Mais attendez, parce que l'histoire, mes amis, allait bientôt révéler des dimensions encore plus profondes, encore plus vertigineuses. Ce que le Premier ministre français lui-même ignorait au moment de sa confrontation avec son homologue ukrainien, c'est que les révélations parisiennes venaient de déclencher en sous-main une enquête historique d'une ampleur tout simplement colossale. Une enquête lancée silencieusement au sein des plus grandes universités européennes. Des chercheurs de Cambridge, d'Oxford, de la Sorbonne, de l'Institut Max Planck, tous se mirent à exhumer fébrilement des archives jusqu'alors classées confidentielles. Des archives concernant la participation ukrainienne au génocide du XXe siècle. Direction maintenant les bibliothèques poussiéreuses d'une grande université américaine de la côte Est, 4 semaines exactement après le séisme parisien. Là, un historien de renommée mondiale, spécialiste incontesté de l'Europe de l'Est et auteur d'ouvrages de référence sur la région, fait une découverte qui va, mes amis, ébranler jusqu'à ses propres convictions les plus solides. Dans une lettre confidentielle adressée à ses pairs, il écrit ces mots qui vont circuler comme une onde de choc dans les milieux académiques. Chers collègues, je dois vous le dire en conscience. Les documents français disent vrai, j'ai retrouvé moi-même dans les archives américaines des témoignages accablants sur la participation ukrainienne au massacre. Nous avons collectivement fermé les yeux sur cette réalité par pure complaisance géopolitique. Cette validation académique, mes amis, est un séisme dans le séisme. Pourquoi? Parce qu'elle vient d'un historien jusqu'alors clairement favorable à la cause ukrainienne, et son effet sur le récit occidental va être absolument dévastateur. Vous comprenez la mécanique? Si même les historiens pro-ukrainiens finissent par reconnaître la véracité des accusations venues de France, c'est que la vérité désormais est tout simplement indéniable. Les grandes universités américaines commencent alors discrètement mais systématiquement à retirer de leur programme les cours célébrant l'héroïsme ukrainien face aux nazis. Une révision silencieuse mais massive, et pendant ce temps, à Moscou, une ironie de l'histoire absolument savoureuse commence à se dessiner. Le président russe, qui avait depuis des années pris l'habitude d'instrumentaliser les crimes ukrainiens à des fins de propagande, découvre avec stupeur que le Premier ministre français vient en quelques minutes de lui voler ses arguments les plus efficaces. Le maître du Kremlin ne peut désormais plus dénoncer le passé brun de l'Ukraine, sans donner immédiatement l'impression de répéter platement les révélations parisiennes. Pour la toute première fois, voyez-vous, la vérité historique échappe complètement au contrôle des propagandes rivales. Elle n'appartient plus à personne, elle appartient aux faits. Cette appropriation française de la vérité historique va avoir en retour des conséquences géopolitiques majeures. Les grands pays neutres, ceux qui jusqu'ici hésitaient à soutenir l'Ukraine par peur d'être accusés de faire le jeu de Moscou, se découvrent soudain une troisième voie possible. Une voie nouvelle, élégante, équilibrée, la position française de vérité historique, ni totalement pour ni totalement contre. L'Inde commence à citer le Premier ministre français dans ses analyses du conflit. La Chine emboîte le pas. Le Brésil suit le mouvement. Et puis arrive le 1er décembre, 6 semaines exactement après Paris. Et ce jour-là, mes amis, se produit l'événement le plus symbolique de toute cette crise. Direction Jérusalem. Direction le grand mémorial dédié à la mémoire de la Shoah. Pour la première fois de son histoire, ce lieu sacré organise une exposition entièrement consacrée à la participation ukrainienne à l'extermination des Juifs. Et ce qu'on y découvre est sidérant. Des photographies de figures controversées du nationalisme ukrainien posant aux côtés d'officiers SS. Des témoignages directs de survivants juifs sur les pogroms commis par leurs voisins ukrainiens. Des documents officiels concernant les unités auxiliaires ukrainiennes formées par les nazis. Tout est exposé sans filtre, sans phare, sans précaution diplomatique. L'inauguration de cette exposition est à elle seule un moment d'histoire. Le Premier ministre israélien, face aux caméras du monde entier, prononce alors ces mots qui vont marquer les esprits. La mémoire de nos martyrs n'a pas de nationalité politique. Les Juifs assassinés par des mains ukrainiennes méritent exactement la même justice que ceux tués par des mains allemandes. Ces mots, mes amis, prononcés par le dirigeant de l'État juif lui-même, viennent achever de légitimer les révélations parisiennes. Plus aucune contestation possible, plus aucune voie de sortie pour ceux qui voudraient encore minimiser
Le président ukrainien invité à cette cérémonie d'inauguration va devoir subir ce jour-là l'humiliation suprême. Lui, le dirigeant qui parcourait depuis des années les capitales du monde dans son uniforme militaire pour réclamer justice, le voilà désormais contraint de se recueillir en silence devant les photographies témoignant des crimes commis par ses propres héros nationaux. Les images de cette visite vont faire le tour de la planète en quelques heures. Le visage fermé, le regard vide, presque absent devant les documents accablants. Le président ukrainien découvre en direct ce que signifie réellement assumer l'héritage historique de son pays. Cette consécration israélienne des révélations françaises a un effet dévastateur sur l'ensemble de la diaspora juive mondiale. Les puissantes organisations juives américaines, jusqu'alors soutien inconditionnel de Kiev, commencent à exiger publiquement des clarifications historiques. Et le grand lobby juif de Washington, le plus puissant de la capitale américaine, finit par suspendre purement et simplement son soutien à l'Ukraine, avec une condition claire: tant qu'il n'y aura pas reconnaissance complète et officielle des crimes ukrainiens, pas un dollar. En parallèle, en Pologne, l'effet déclenché par le premier ministre français prend une dimension émotionnelle absolument considérable. Les familles des victimes de Volhynie, celles qui avaient gardé un silence assourdissant pendant 80 ans par pudeur, par peur, parfois par résignation, ces familles-là commencent enfin à témoigner. Et elles le font massivement. Une dame de 80 ans, dernière survivante d'un massacre dans son village natal, brise enfin son silence devenu insoutenable au cours d'un entretien poignant. Ces mots, mes amis, vous fendent le cœur. Le Premier ministre français vient de dire à voix haute ce que nous n'osions plus murmurer. Nos morts méritent enfin justice. Ces témoignages de survivants relayés en boucle sur toutes les grandes chaînes européennes donnent enfin un visage humain aux statistiques froides révélées depuis Paris. Et l'Europe entière découvre parfois sidérée que derrière les chiffres effrayants se cachaient des drames familiaux, des traumatismes transmis silencieusement de génération en génération, des silences entiers imposés par la raison d'État. Mais à l'intérieur même de l'Ukraine, mes amis, les révélations françaises produisent un effet bien plus complexe. Elles créent des fractures profondes au sein de la société. Une partie de la population, notamment dans l'ouest du pays, refuse catégoriquement de reconnaître ces crimes historiques. Et elle accuse même le Premier ministre français de relayer une propagande venue de Moscou. Mais dans l'est et au centre du pays, le tableau est tout autre. De très nombreux Ukrainiens commencent pour la première fois à remettre en question le culte officiel rendu aux figures du nationalisme. Cette division interne va s'exprimer de la manière la plus dramatique qui soit le 14 janvier, lors d'une grande manifestation organisée dans la capitale ukrainienne, et le spectacle est saisissant. D'un côté, les nationalistes brandissent fièrement les portraits de leurs héros traditionnels en scandant « Gloire aux héros ». De l'autre côté, à quelques mètres seulement, des familles juives et des familles polonaises vivant en Ukraine portent les photos de leurs proches assassinés en hurlant « Justice pour nos morts ». La police nationale doit littéralement intervenir pour séparer physiquement les deux camps. Et ces images retransmises en direct dans le monde entier dévoilent crûment les contradictions profondes qui rongent désormais la société ukrainienne. Ces images de division ukrainienne diffusées en boucle sur toutes les chaînes du monde viennent achever de fissurer l'image d'unité nationale que le président ukrainien avait passé tant d'années à façonner avec un soin méticuleux. L'Ukraine apparaît désormais sous un jour radicalement différent. Plus du tout comme une victime monolithique, mais comme un pays profondément déchiré, écartelé, entre un passé criminel qu'il refusait de regarder en face et un présent victimaire qu'il n'arrivait plus à imposer comme seul récit possible. La cohésion sociale, mes amis, ce pilier fondamental de toute résistance face à Moscou, commence alors à se fissurer dangereusement. Et c'est précisément ce que le président ukrainien redoutait par-dessus tout. Face à cette crise interne devenue ingérable, il se voit contraint à des concessions historiques absolument inimaginables quelques mois plus tôt. Le 1er février, il annonce officiellement la création d'une commission Vérité et Réconciliation, inspirée directement du modèle sud-africain post-apartheid. Cette commission fait inédit est coprésidée par un historien français de premier plan et par un survivant polonais des massacres. Sa mission, établir enfin la vérité complète sur les crimes ukrainiens et proposer un système concret de réparation. Cette capitulation intellectuelle, voyez-vous, constitue un tournant majeur de l'histoire. Pour la toute première fois depuis son indépendance, l'Ukraine accepte officiellement de soumettre sa propre version de l'histoire nationale
au jugement d'experts internationaux indépendants. Le nationalisme ukrainien, ce nationalisme bâti pendant des décennies sur le sable mouvant du déni historique, s'effondre désormais sous la pression écrasante de la vérité. Mais attendez mes amis, parce que la victoire la plus spectaculaire du Premier ministre français, celle qu'absolument personne n'avait vue venir, va surgir d'un événement totalement imprévu. Nous sommes le 15 mars, et ce jour-là, sans crier gare, les archives nationales américaines procèdent soudainement à la déclassification de 50 000 documents portant sur les crimes ukrainiens commis pendant la Seconde Guerre mondiale. 50 000 documents, vous m'entendez bien. Officiellement, on nous présente cela comme une déclassification parfaitement de routine. Mais le timing, voyez-vous, est pour le moins suspect. Cette opération intervient pile au moment où le débat sur l'Ukraine fait rage à l'échelle mondiale. Et ces documents américains, mes amis, tiennent une promesse terrible. Ils viennent confirmer point par point, ligne par ligne, les révélations parisiennes. Mais avec des détails encore plus accablants que tout ce qui avait été révélé jusqu'alors. Des rapports rédigés par les ancêtres de la CIA pendant la guerre, des témoignages bruts de prisonniers de guerre, des procès-verbaux d'interrogatoire d'anciens officiers SS. Tout, absolument tout converge vers la même conclusion implacable. L'Ukraine n'avait pas été une victime passive des génocides nazis, elle en avait été un acteur majeur, un acteur de premier plan. L'effet psychologique de cette déclassification américaine est, je vous le dis, tout simplement énorme. La logique devient imparable. Si même les États-Unis, principal allié de l'Ukraine sur le plan militaire et financier, reconnaissent désormais implicitement par la simple ouverture de leurs propres archives l'existence des crimes ukrainiens, alors la vérité, mes amis, est tout simplement devenue incontestable, définitivement incontestable. Les derniers défenseurs du récit ukrainien se retrouvent alors complètement désarmés face à l'évidence documentaire. Plus aucune ligne de défense possible, plus aucune contre-attaque crédible. Le mur des faits est devenu infranchissable. Cette validation venue d'outre-Atlantique permet alors au Premier ministre français de pousser son avantage avec une habileté redoutable. Le 1er avril, devant les députés européens réunis à Strasbourg, il prononce un discours qui va à nouveau bousculer les esprits. Et il y dévoile une proposition absolument révolutionnaire, la création d'un fonds européen de réparation historique. Mais attention mes amis, ce fonds ne ressemblera à aucun autre. Sa philosophie est radicalement nouvelle. Il sera financé par tous les pays ayant commis des crimes au cours de leur histoire. Et il indemnisera toutes les victimes selon des critères strictement identiques, sans exception, sans passe-droit. Et la règle d'or, celle qui change absolument tout, l'Ukraine devra payer avant même de pouvoir prétendre recevoir le moindre euro. Cette proposition révolutionnaire, voyez-vous, vient bouleverser de fond en comble la conception européenne traditionnelle de la justice historique. Terminer les réparations à géométrie variable distribuées au gré des rapports de force géopolitiques du moment. Terminer l'impunité confortable accordée aux alliés et l'acharnement systématique infligé aux adversaires désignés. Une justice historique strictement égale pour tous, voilà désormais ce que propose la France au reste du monde. L'été marque alors l'apothéose absolue du triomphe français. Le 14 juillet, jour de la fête nationale, la capitale française organise un défilé unique en son genre. Un défilé véritablement historique. Pour la toute première fois, des représentants de toutes les communautés victimes des crimes ukrainiens descendent fièrement les Champs-Élysées. Des Polonais, des familles juives, des Tchèques, des Roumains, tous unis, tous rassemblés derrière le drapeau tricolore français. Ce drapeau qui venait enfin de libérer leur mémoire rare, trop longtemps confisquée. Ce défilé de la mémoire libérée est diffusé en direct dans le monde entier. Et ces images, mes amis, ces images de famille, enfin reconnues, marchant fièrement la tête haute derrière le Premier ministre français. Ces images-là vont marquer les esprits pour très longtemps. La France, en cet instant précis, redevient ce qu'elle aurait toujours dû rester, la patrie des droits de l'homme. Y compris, et c'est ce qui change tout, du droit fondamental à la vérité historique. En septembre, très exactement un an jour pour jour, après sa confrontation avec le président ukrainien, le Premier ministre français mesure véritablement l'ampleur de la révolution mémorielle qu'il a déclenchée. Cela se passe lors d'un voyage officiel en Pologne. Et l'accueil qui lui est réservé est, je vous le dis, tout simplement extraordinaire. Il est reçu à Varsovie comme un véritable héros.
Ils deviennent même le premier dirigeant français depuis le général de Gaulle à se voir remettre la plus haute distinction polonaise, l'ordre de l'Aigle blanc. Le président polonais, lors de la cérémonie solennelle, prononce alors des mots d'une portée historique considérable. « Monsieur le Premier ministre, vous avez rendu justice à nos morts. Pendant 80 longues années, ils attendaient cette reconnaissance. Vous la leur avez enfin donnée. La Pologne vous en sera éternellement reconnaissante. » Ces paroles, mes amis, sont prononcées dans la cathédrale de Varsovie, devant les tombeaux séculaires des rois de Pologne. Et elles viennent en cet instant consacrer définitivement l'œuvre historique du Premier ministre français. Cette visite officielle en Pologne est aussi l'occasion d'une cérémonie absolument unique en son genre, l'inauguration solennelle d'un mémorial entièrement dédié aux victimes ukrainiennes des massacres de Volhynie. Et là, mes amis, mesurez bien la portée du moment. Pour la toute première fois de son histoire, l'Europe honore officiellement publiquement la mémoire de celles et ceux qui ont péri sous les coups des crimes ukrainiens. 100 000 noms gravés un par un dans le marbre noir poli, 100 000 noms qui témoignent désormais à la face du monde de l'ampleur réelle d'un massacre trop longtemps maintenu dans l'ombre, trop longtemps occulté par les calculs des chancelleries. Cette reconnaissance mémorielle européenne, voyez-vous, vient achever de transformer en profondeur l'image de l'Ukraine dans le monde entier. De victime pure et immaculée qu'elle prétendait être, elle devient autre chose. Quelque chose de plus juste peut-être. Un pays complexe, un pays porteur d'une histoire ambiguë qu'il lui faut désormais regarder en face et assumer pleinement. Et voici le paradoxe absolument fascinant, cette humanisation de l'Ukraine contre toute attente renforce la sympathie de l'Occident à son égard. Pourquoi cela? Tout simplement parce que les peuples occidentaux, mes amis, préfèrent toujours un allié imparfait, mais honnête à un héros artificiellement mythifié. L'automne apporte alors la consécration ultime du travail accompli par le Premier ministre français. Le Comité Nobel annonce officiellement qu'il décerne le prix de la paix au mouvement pour la vérité historique en Europe, mouvement entièrement incarné par l'action du chef du gouvernement français. La justification fournie par le comité norvégien est limpide, se dirigeant à démontrer qu'aucune paix durable ne peut jamais se construire sur le mensonge historique. Dans son discours de réception à Oslo, le Premier ministre prononce des mots qui vont traverser les âges et que je vais vous citer. La paix véritable exige la vérité totale. On ne réconcilie jamais les peuples en cachant leurs crimes mutuels. On ne les réconcilie qu'en les reconnaissant équitablement. L'amnésie n'a jamais été l'amnistie. La mémoire sélective n'a jamais été la justice. Cette philosophie de la vérité intégrale, mes amis, ne va pas rester confinée à l'Europe. Elle va inspirer d'autres continents tout entiers. En Afrique, plusieurs pays commencent enfin à reconnaître leurs crimes mutuels, au lieu de se contenter, comme par le passé, de dénoncer uniquement le colonialisme occidental. En Asie, le Japon et la Corée entament enfin un dialogue honnête sans tabou sur leur histoire commune et douloureuse. L'effet déclenché à Paris devient véritablement planétaire. Et puis arrive le 31 décembre. Dans son discours traditionnel de fin d'année, le Premier ministre dresse un bilan historique d'une portée considérable. Mes chers compatriotes, il y a 15 mois à peine, l'Europe fermait encore les yeux sur les crimes de ses alliés par pur calcul géopolitique. Aujourd'hui, regardez ce qui a changé. Elle regarde son histoire bien en face sans la moindre concession, sans la moindre complaisance. Nous avons rendu ensemble sa dignité à la mémoire. Et il conclut par une prophétie qui va, je vous le dis, se révéler parfaitement exacte. L'époque des vérités partielles et des mémoires sélectives appartient désormais au passé. Nous entrons aujourd'hui dans l'ère de la vérité intégrale. Et cette vérité-là, mes chers compatriotes, elle parle français. Et c'est ainsi que l'année suivante s'ouvre, sur une Europe enfin réconciliée avec l'intégralité de sa propre histoire, sur une Ukraine désormais contrainte à l'humilité historique, sur une France qui redevient après tant d'années d'effacement la conscience morale de l'humanité tout entière. 6 petites minutes auront finalement suffi pour révolutionner durablement la mémoire mondiale. Et le président ukrainien lui contraint à la vérité, par 15 longs mois de pression internationale ininterrompue, finit par accepter la mort dans l'âme, de reconnaître officiellement les crimes commis par son pays. Au cours d'une cérémonie poignante organisée au Grand Mémorial de la Shoah à Jérusalem, il présente devant le monde entier des excuses officielles aux victimes juives des pogroms ukrainiens. Et les mots qu'il prononce ce jour-là, mes amis, vont marquer son destin politique pour toujours.
Au nom de l'Ukraine nouvelle, je demande pardon pour les crimes commis par nos prédécesseurs. Nous assumons aujourd'hui notre histoire pour pouvoir enfin mériter notre avenir. Ces excuses, voyez-vous, arrachées au terme de 15 mois d'une pression française implacable, marquent la victoire définitive, totale, sans appel du Premier ministre français. La vérité historique vient de triompher sous nos yeux de tous les mensonges géopolitiques accumulés depuis des décennies. La justice mémorielle est enfin rendue, et elle est rendue à toutes les victimes, sans distinction aucune, ni de nationalité ni d'époque. La leçon, mes amis, est donnée. Pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité.